Salam alaikum, toujours dans la série du théorème de Gauss. Aujourd'hui, nous allons traiter l'exercice 19, où nous allons dans un premier temps déterminer un champ électrique produit par deux plans chargés en surface dans trois régions différentes. Dans un deuxième temps, nous allons étudier l'effet de ce champ-là sur un dipôle placé dans les régions précédentes. Lisons ensemble l'énoncé de l'exercice, juste la première partie. Donc, soit deux plans infinis parallèles et chargés en surface avec des densités respectives de sigma et sigma. Donc, on va appeler la première densité surfacique par sigma 1 qui vaut 2 sigma et la deuxième densité surfacique par sigma 2. La question est de déterminer le champ électrique E dans les régions A, B et C. Pour répondre à cette question, nous devons suivre les étapes suivantes. La première étape consiste à calculer le champ électrique créé par chaque plan, comme si l'autre plan n'existait pas. Autrement dit, nous allons déterminer l'expression du champ électrique créé par un seul plan, où nous allons montrer que son module est égal à sigma i sur 2 epsilon 0. Dans la deuxième étape, nous allons calculer le champ total créé par les deux plans où nous allons appliquer le principe de superposition, c'est-à-dire le champ total vecteur égal au premier champ vecteur créé par le premier plan plus le deuxième champ vecteur créé par le deuxième plan. Commençons par la première étape. Pour déterminer le champ électrique créé par chaque plan, nous allons appliquer le théorème de Gauss en suivant les étapes suivantes. Commençons par la direction et l'orientation du champ électrique. Ensuite, le choix de la surface de Gauss, puis le calcul du flux, ensuite le calcul de la charge intérieure, et en dernier, nous obtiendrons par application du théorème de Gauss l'expression finale du champ électrique. Direction et orientation du champ électrique EI. Dans cette étape, nous allons nous intéresser par un seul plan et faire comme si l'autre plan n'existait pas. Par raison de symétrie, le champ électrique EI est perpendiculaire à la surface du plan considéré, c'est-à-dire il constitue un angle droit avec la surface, un angle de 90 degrés. Ça concernant la direction. Concernant l'orientation, comme la charge des deux plans dépend de sigma et que sigma est inférieur à 0, autrement dit la charge portée par chacun des deux plans est négative, le champ dans ce cas-là sera entrant. Il sera orienté vers le bas pour les régions qui se trouvent au-dessus du plan et orienté vers le haut pour les régions qui se trouvent en dessous du plan. Deuxième étape, le choix de la surface de Gauss. Une surface de Gauss idéale est une surface sur laquelle le champ E est constant et perpendiculaire, ou, au contraire, il est parallèle. Comme le champ électrique est perpendiculaire à la surface du plan, cette forme suggère le choix de surface de Gauss en forme de cylindre, perpendiculaire au plan chargé. Pour rappel, un cylindre est constitué de deux bases identiques en forme de disque de surface S1 et S2 et d'une surface latérale en forme de parallélogramme de surface S3. Donc, il est constitué de trois surfaces. Maintenant, nous allons représenter les vecteurs surface élémentaires de ce cylindre. Étant donné que ce dernier est constitué de trois surfaces, S1, S2 et S3, donc on a trois types de DS. DS1 pour la première base de surface S1, DS2 pour la deuxième base de surface S2 et DS3 pour la surface latérale de surface S3. N'oublions pas qu'un vecteur surface élémentaire
est toujours par définition normal à la surface et orienté vers l'extérieur. C'est-à-dire, on peut écrire ds vecteur égale à ds module fois n. n est le vecteur unitaire perpendiculaire à ds. Donc, si on veut, par exemple, représenter ds, si on prend un élément de la surface du module ds, ds sera perpendiculaire à cet élément. Donc, ds, il va être comme ça. Si on prend une vue de profil, on voit clairement que ces trois vecteurs élémentaires sont perpendiculaires à leur surface. Troisième étape, le calcul du flux. Nous pouvons décomposer le flux du champ électrique à travers la surface du cylindre en trois petits flux. Un premier flux φ1 à travers la surface du premier disque, un petit flux φ2 à travers la surface du deuxième disque et un dernier flux φ3 à travers la surface latérale S3. Alors ce dernier est nul car les deux vecteurs sont perpendiculaires. Alors je vous rappelle que le flux φ3 c'est l'intégrale double du produit scalaire EI ds3. Le produit scalaire EI ds3 c'est quoi? C'est le module de EI fois le module de ds3 fois cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs équivaut 90 degrés. Donc ça fait 0. Et donc il ne reste que la contribution des faces hautes et basses du cylindre. Celles-ci sont égales car dans les deux cas, le champ E et le vecteur surface élémentaire ds, c'est-à-dire ds1 ou ds2, sont collinéaires et de sens opposé. C'est-à-dire si je prends l'exemple de la surface S2, le champ EI est orienté vers le haut. Par contre, le vecteur ds2 est orienté vers le bas. Il constitue un angle de 180 degrés. Alors ici, notons que S1 égale à S2 égale à S. Les deux surfaces sont identiques. Donc, on va prendre une seule surface qui est S. Le flux φ1 et le flux φ2, chacun des deux flux est égal à moins EI fois S. Le moins ici est dû au cosinus 180 degrés. Donc, les deux flux s'additionnent et le flux total est égal à moins 2 EI fois S. Quatrièmement, le calcul de la charge intérieure. Où sont localisées les charges qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss? Elles sont ici. C'est-à-dire, c'est la charge à l'intérieur de ce disque en rose. Alors, nous avions un plan I de densité surfacique sigma I, c'est dQ sur ds. Donc, nous avons une charge intérieure qui va valoir sigma I fois S pour les deux plans. Et comme nous avons deux plans, bien sûr, on va remplacer chaque densité surfacique par son expression et nous aurons les expressions suivantes. 2 sigma S pour le premier plan et sigma S pour le deuxième plan. Cinquièmement, l'expression finale du champ électrique. Nous allons d'abord commencer par trouver le champ EI produit par chaque plan. C'est-à-dire, nous allons chercher le champ E1 produit par le plan de densité sigma 1. Ensuite, nous allons chercher le champ E2 produit par le second plan
de densité sigma 2. Il suffit maintenant d'appliquer le théorème de Gauss en collectant toutes les parties calculées précédemment, en disant que le flux phi est égal à moins 2EI fois S, qui est égal à sigma IS sur epsilon 0. Alors les S se simplifient et nous obtiendrons les résultats suivants. Pour le premier plan, un champ E1 du module moins sigma sur epsilon 0, et pour le second plan, un champ E2 du module moins sigma sur 2 epsilon 0. Nous remarquons que sigma 1 est 2 fois sigma 2. Donc le champ E1 va être 2 fois le champ E2. Et comme sigma est inférieur à 0, c'est-à-dire la charge portée par chaque plan est négative, donc le champ EI va être toujours orienté vers le plan qu'il avait produit. Si je prends l'exemple du deuxième plan, alors le champ E2 est toujours orienté vers le plan sigma 2 dans toutes les régions A, B et C. Une petite remarque concernant les expressions des modules trouvées précédemment. Alors on remarque que dans chaque expression, on trouve le signe moins. Ça c'est normal. Pourquoi? Parce que le sigma est inférieur à 0 et le module est toujours positif. Donc E1 soit supérieur à 0 et E2 soit aussi supérieur à 0. Après avoir trouvé l'expression du champ EI produit par chaque plan, passons maintenant à la deuxième étape qui consiste à trouver le champ total dans les trois régions. Expression du champ total. On additionne les deux contributions au champ, on trouvera le champ total dans chaque région. Commençons par la région A. On voit que les deux vecteurs sont de même sens, donc le champ total EA sera un vecteur qui aura pour module la somme des deux modules. Il sera orienté vers le bas. Concernant la région B, on voit que les deux vecteurs sont de sens opposé, donc le vecteur résultant EB, ça sera un vecteur qui aura pour module la somme ou bien la différence des deux modules, orienté vers le haut. Concernant la région C, on voit que les deux vecteurs sont de même sens. Donc, le champ résultant EC sera un vecteur qui aura pour module la somme des deux modules, orienté vers le haut. Après avoir représenté les vecteurs champs dans chaque région, on voit que le champ E1 ou bien le champ E2 est vertical. Donc, on va le projeter sur l'axe des Z comme suit. Commençons par la région A. On voit que le vecteur champ E1 et le vecteur K sont de même sens. Donc, on peut écrire le vecteur E1 égale à moins son module E1 fois K. Alors, le module de E1, c'est moins sigma sur epsilon 0. On avait dit que moins sigma sur epsilon 0 est positif. Pourquoi? Parce que sigma étant négatif. Donc, c'est moins E1 fois K. Concernant le deuxième vecteur, c'est pareil. Il est orienté vers le bas. Donc, c'est moins E2 fois K. Alors, pour le champ total EA, on va appliquer le principe de superposition. Donc, c'est E1 vecteur plus E2 vecteur. Et on aura comme module moins 3 sigma sur 2 epsilon 0. Donc, comme valeur algébrique, c'est 3 sigma sur 2 epsilon 0. Ça, c'est négatif. Pourquoi? Parce que le sigma étant négatif. Donc, le module, il est de moins 3 sigma sur 2 epsilon 0. Donc, c'est un vecteur qui est orienté vers le bas. Pourquoi? Parce que le module est précédé d'un signe moins. Et on voit ça sur le schéma. Pour la région B, on voit que le champ E1 et le vecteur K sont de même sens. Donc, c'est plus E1 fois K
Pour le champ E2, ils sont de sens opposé, donc c'est moins E2 fois K. Le champ B, c'est la somme des deux vecteurs, donc c'est moins sigma sur 2 epsilon 0 fois K. Alors, moins sigma sur 2 epsilon 0, c'est aussi un module. En même temps, c'est une valeur algébrique. Donc, moins sigma sur 2 epsilon 0, c'est supérieur à 0. Donc, c'est un vecteur qui sera orienté vers le haut, c'est-à-dire il aura le même sens que celui du vecteur unitaire K. Donc, on voit que EB suit le même sens que celui du vecteur unitaire K. Pour la dernière région, la région C, on voit que les trois vecteurs, c'est-à-dire E1, E2 et K, sont de même sens. Donc, la projection de E1, c'est plus E1 fois K. La projection de E2, c'est plus E2 fois K. Et le champ total, c'est la somme des deux vecteurs. Donc, c'est moins 3 sigma sur 2 epsilon 0. Ça, c'est une valeur algébrique. En même temps, c'est un module. Pourquoi? Parce que moins 3 sigma sur 2 epsilon 0, il est positif. C'est-à-dire le champ EC, il doit avoir le même sens que celui du vecteur unitaire K. Passons maintenant à la deuxième question de l'exercice 19, série numéro 2. On place un dipôle P successivement dans ces trois régions avec une orientation θ, comme l'indique la figure. La question petit a, déterminée en fonction de sigma, θ et pi, l'énergie potentielle du dipôle dans chacune des trois régions. La question petit b, en déduire pour chaque région les positions d'équilibre stable et instable. La question petit a, l'énergie potentielle. Alors, l'énergie potentielle d'un dipôle électrique plongé dans un champ extérieur est par définition moins le produit scalaire P vecteur E vecteur, c'est-à-dire moins le module de P fois le module de E fois cosinus de l'angle entre P et E. Une remarque très importante. L'angle θ que vous avez comme donnée, ce n'est que l'angle entre la direction de l'axe horizontal et la direction du vecteur P. Donc, il est demandé dans cet exercice de trouver l'angle entre P et E dans chaque région. Suivant le sens trigonométrique des angles, pour la région A, l'angle il est de 3π sur 2 moins θ. Ou bien, si on suit le sens inverse de ce sens-là, donc l'angle sera moins π sur 2 plus θ. Moins π sur 2 plus θ. Alors, on donne le signe moins pour tout angle suit le sens inverse du sens trigonométrique. Alors, sachant que cosinus 3π sur 2 moins θ égale à moins sinus θ, et sachant que le module de EA, il est de 3 sigma moins 3 sigma sur 2 epsilon 0, donc l'énergie potentielle A sera moins le module de P fois 3 sigma sur 2 epsilon 0 sinus θ. Alors, on fait la même chose pour la région B et la région C. Pour la région B, l'angle entre P et E est de π sur 2 moins θ. Alors, cosinus π sur 2 moins θ, c'est sinus θ. Et le module du champ, il est de moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc, l'énergie potentielle, elle est de le module de P fois sigma sur 2 epsilon 0 sinus θ. Concernant la dernière région, l'angle entre P et E, c'est pareil, c'est-à-dire c'est π sur 2 moins θ. Donc, l'énergie potentielle, elle est de 3 sigma, le module de P sur 2 epsilon 0 sinus θ. Une remarque concernant le produit scalaire. Alors, ce dernier, il est commutatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je calcule le produit scalaire P, E, je vais trouver la même chose si je calcule le produit scalaire E, P. Donc, je peux prendre l'angle entre P et E
dans la région A, suivant le sens trigonométrique des angles, égale à pi sur 2 plus θ. Comme je peux le prendre égal à, dans le sens inverse, égal à moins pi sur 2 plus θ. Alors, une troisième remarque. La fonction cosinus, c'est une fonction paire, c'est-à-dire si je calcule cosinus alpha, je vais trouver la même chose que cosinus moins alpha. Donc, cosinus pi sur 2 plus θ égale à cosinus moins pi sur 2 plus θ, qui est égal à cosinus 3 pi sur 2 moins θ, qui est égal à moins sinus θ. Et ça va me donner le même résultat pour l'énergie potentielle. La question petit b, les positions d'équilibre stable et instable. Une position d'équilibre stable d'un dipôle, c'est quand son énergie potentielle est minimale, c'est-à-dire les deux vecteurs sont parallèles et ont le même sens. Alors on représente ça, c'est-à-dire quand le vecteur P et quand le vecteur E sont parallèles et ont le même sens. La position d'équilibre instable, c'est quand l'énergie potentielle est maximale, c'est-à-dire les deux vecteurs sont parallèles et ont un sens opposé. C'est-à-dire le champ, par exemple, orienté vers le haut et le dipôle orienté vers le bas. Ou bien l'inverse. On va reprendre les trois expressions de l'énergie potentielle obtenues précédemment. Les voilà. Donc, on constate que chaque expression de ces trois expressions dépend de sigma, P et sinus θ. Et comme sigma et P sont des constantes, donc l'énergie potentielle va dépendre du terme sinus θ. Alors, pour avoir le max et le min de l'énergie potentielle, on doit jouer sur ce terme. Je vous rappelle que le sigma est inférieur à 0, le sinus θ est compris entre moins 1 et 1, et dans ce cas-là, l'énergie potentielle sera comprise entre deux valeurs minimales et maximales. On va commencer d'abord par la région A. L'énergie potentielle dans la région A est donnée par moins 3 sigma le module de P sur 2 epsilon 0 sinus θ. Quand est-ce que cette énergie potentielle sera minimale et quand est-ce qu'elle sera maximale? Donc, avant de voir ça en termes de sinus θ, il faut d'abord étudier le signe de ce terme-là. Alors, sachant que sigma est inférieur à 0, donc on va mettre un signe moins. Et sachant que le module de P, il est positif, donc on va mettre un signe plus. Donc, le moins avec le moins devient un plus, c'est-à-dire le terme numéro 1, il est positif. C'est-à-dire l'énergie potentielle dans cette région va dépendre du signe du terme sinus θ. Alors, quand est-ce que l'énergie potentielle sera maximale? C'est quand le sinus θ sera maximal. Et quand est-ce que l'énergie potentielle sera minimale? C'est quand le sinus θ sera minimal. On va commencer par la valeur minimale du sinus θ. Alors, sinus θ est minimal lorsqu'il prend la valeur moins 1. Alors, sinus θ égale à moins 1 si θ égale à moins pi sur 2. Alors, remplaçons ça dans l'expression de EPA, on trouve P 3 sigma sur 2 epsilon 0. Alors, le signe de ce
de ce terme-là, il est comment? Il est négatif. Pourquoi? Parce que sigma est en négatif. Le module de P est en positif. Donc tout ça est inférieur à 0. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à une énergie potentielle minimale. C'est la plus faible valeur. Donc, on va voir ça sur le schéma. Alors, si le P, c'est-à-dire le dipôle, fait un angle de moins pi sur 2, il va être comment? Donc, on va voir ça. Alors, il va faire un angle de pi sur 2, c'est-à-dire il va faire ça. Il sera comme ça. On voit clairement que les deux vecteurs sont comment? Sont parallèles et ont le même sens. Alors, une position d'équilibre stable, c'est quand l'énergie potentielle est minimale et quand les deux vecteurs sont parallèles et ont le même sens. On trouve tout ça dans cette condition, c'est-à-dire quand θ est égal à moins pi sur 2. Donc, c'est une position d'équilibre stable. Alors, l'autre position, c'est-à-dire la position d'équilibre instable, c'est quand l'énergie potentielle est maximale. Alors, on avait dit que le signe de cette énergie dépend du signe sinus θ. Alors, sinus θ prend une valeur maximale, c'est-à-dire prend la valeur de 1 si θ égale à pi sur 2. Donc, si θ égale à pi sur 2. Alors, si je remplace sinus θ par 1 dans cette expression, j'aurai une valeur de 3 sigma moins 3 sigma p sur 2 epsilon 0. Alors, 3 sigma p moins sur 2 epsilon 0, le signe de ce terme-là, il est comment? Il est positif. Donc, c'est supérieur à 0. C'est la plus grande valeur de l'énergie potentielle. On va voir ça sur le schéma. Alors, si le dipôle fait un angle de pi sur 2, c'est-à-dire il va faire ça. Donc, il va être comme ça. Il va être vertical et dans le sens opposé au vecteur A. Donc, vertical, c'est-à-dire il sera parallèle au vecteur A et il aura un sens opposé au vecteur A. Le vecteur EA. Donc, cette position, on l'appelle par la position d'équilibre instable. Alors, pour les régions B et C, on va suivre le même raisonnement que celui de la région A, c'est-à-dire, on doit d'abord étudier le signe du premier terme. Ensuite, on va voir son influence sur l'énergie potentielle dans la région étudiée. Commençons par la région B, c'est-à-dire le terme sigma p sur 2 epsilon 0. Alors, le signe de ce terme-là, il est comment? Il est négatif. Pour la même raison citée auparavant. Donc, sigma étant négatif, P sigma sur 2 epsilon 0, c'est négatif. Donc, EPB, ça, il sera en fonction de moins sinus θ. C'est-à-dire, EPB sera maximal si θ sera bien sinus θ sera minimal et vice-versa. Alors, quand est-ce que, par exemple, le sinus θ est minimal? C'est quand il prend la valeur de moins 1, si bien sûr θ égale à moins pi sur 2. Alors, on remplace ça dans l'expression de l'énergie potentielle dans la région B. On trouve une valeur de moins. Alors, je vais utiliser le pointeur. Donc, on trouve une valeur de moins P sigma sur 2 epsilon 0. D'accord? Donc, le signe de ce terme-là, il est positif. Donc, ça va correspondre à une énergie potentielle maximale. Donc, c'est une position d'équilibre instable. Si le sinus θ, cette fois c'est minimal,
maximale, pardon. Donc, c'est-à-dire, il va prendre la valeur de plus 1. Dans ce cas-là, l'énergie potentielle, elle est de sigma P sur 2epsilon 0. Alors, le signe de ce terme-là, il est comment? Il est négatif. Et l'énergie potentielle, dans ce cas-là, elle sera minimale. Donc, c'est une position d'équilibre stable. Quant à la dernière région, c'est le même raisonnement suivi dans la région B. Donc, le signe du premier terme, il est positif. Il est négatif. Il est négatif. Alors, on cite ça. Donc, tout ça, il est négatif. Donc, EP est maximal si sinus θ est minimal. Et elle sera minimale si sinus θ est maximal. Alors, sinus θ est maximal si θ égale à pi sur 2. Dans ce cas-là, l'énergie potentielle, elle est égale à 3 sigma p sur 2 epsilon 0. Donc, le signe de ce terme, il est négatif. Donc, ça va correspondre à une énergie potentielle minimale. Alors, c'est une position d'équilibre stable. Sinus θ prend la valeur minimale, c'est-à-dire moins 1, si sinus θ égale à moins pi sur 2. Et dans ce cas-là, l'énergie potentielle dans cette région égale à moins 3 pi sigma sur 2 epsilon 0, et c'est une énergie potentielle maximale. Et on appelle la position d'équilibre correspondante par une position d'équilibre instable. Alors, je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum. Juste une petite rectification. Ça concerne la partie expression du champ total. J'ai dit que le vecteur E1 et le vecteur K sont de même sens, alors qu'ils sont de sens opposés. Mais en ce qui concerne la projection du vecteur E1, ça reste toujours la même.